Je vous propose de recommencer pour écouter aujourd'hui Evelyne Bloch-Dano. Alors, elle a beaucoup écrit, beaucoup de livres sur Madame Zola, Flora Tristan, George Sand. Mais ici, c'est Proust qui nous a incité à l'inviter parce qu'elle a écrit deux beaux livres sur Proust. Madame Proust, qui avait été publié chez Grasset en 2004, très beau livre qui a eu une belle carrière, ensuite en livre de poche, qui a eu beaucoup de prix d'ailleurs, et qui s'intéressait donc à la mère de Proust. Alors, ceux qui ne l'ont pas lu, je vous le recommande parce qu'il y a beaucoup de savoir et beaucoup de sensibilité. C'est un personnage qui méritait vraiment d'être abordé de cette façon. Et plus récemment, Evelyne Bloch-Dano a publié un livre qui est, je crois que c'était 2017, il y a peu de temps, Une jeunesse de Marcel Proust, que je vous recommande aussi, qui est l'analyse du questionnaire, du fameux questionnaire de Proust, qui appartenait au livre d'Antoinette Faure, Amis de jeunesse de Proust, ces questionnaires à l'anglaise qu'on faisait circuler comme un jeu de salon. Livre qui a eu le prix Céleste Albaré. Le prix Céleste Albaré, c'est celui de l'hôtel? C'est ça? Oui. C'est celui de l'hôtel. Oui, c'est celui de l'hôtel. C'est celui de l'hôtel. Enfin, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut le présenter. C'est un jury, mais jury. Qui en effet se réunit à l'hôtel littéraire Swann. Le Swann. Je ne sais pas si vous connaissez cet hôtel, l'hôtel proustien de Paris, rue de Constantinople, je crois, oui. Rue de Constantinople, et un hôtel où vous pouvez aller dans les vitrines, admirer un certain nombre de manuscrits et de livres rares proustiens et de bibliothèques proustiennes. Si vous allez loger là, vous pouvez passer la nuit à monter dans votre chambre toute l'œuvre de Proust. Alors, le prix Céleste Albaré pour cet ouvrage qui étudie l'album. Et les réponses de Proust, on les connaissait, mais il y a les réponses de tous les autres qui sont analysées et comparées à celles de Proust. Le titre de son propos aujourd'hui, c'est les questionnaires. Ah ben justement, les questionnaires. Depuis, je vous rappelle qu'il y a eu un troisième questionnaire qui a fait l'actualité l'année dernière, un troisième questionnaire de Proust qui est passé en vente l'année dernière. Les questionnaires comme genèse de l'essai. À vous la parole. Merci. Je voudrais tout d'abord remercier Antoine Compagnon pour sa confiance. Et aussi, vous n'entendez pas bien? Alors là, ça ne dépend pas de moi. Bon, là, c'est mieux? Bien. Pour sa confiance, donc, et aussi pour l'occasion qu'il nous a donné de relire les essais de Proust qu'on a peut-être moins l'habitude de fréquenter que la recherche. Alors quand il nous a invités, tout en nous indiquant le titre de son cours pour cette année, Proust essayiste, l'idée de partir des questionnaires s'est évidemment assez vite imposée à moi. Et avec une certaine inconscience, avant d'y réfléchir, j'ai donc formulé mon sujet, les questionnaires comme genèse de l'essai. Et puis après y avoir réfléchi, j'ai préféré le modifier tel que vous le voyez là, en ajoutant ce fameux petit point d'interrogation dont Nietzsche conseillait de faire suivre nos mots préférés, nos doctrines et à l'occasion aussi notre propre personne, conseil qui est toujours évidemment d'actualité. Alors voici donc le sujet tel que je le poserai maintenant, les questionnaires comme genèse de l'essai, point d'interrogation. Oui, les questionnaires, car comme on le sait, Marcel Proust s'est prêté au moins
3 fois à ce jeu. Et je rappelle simplement donc que ce divertissement, en effet, est importé de Grande-Bretagne. L'album d'Antoinette Faure, du reste, d'où est extrait son second questionnaire, est rédigé en anglais et il a été acheté à la librairie anglaise Galignani, à la librairie anglaise de Paris. Donc c'est un pur produit de la société victorienne, contemporain de l'engouement pour la graphologie, pour les albums de photographie et aussi pour les autographes, les albums d'autographes. Donc en demandant à des amis ou à des célébrités de répondre aux questions, eh bien, on garde en quelque sorte un exemplaire de leur écriture et une sorte de portrait composé, on pourrait dire de photographie mentale, de leur goût, de leur caractère et aussi de leur vision de la vie. Alors, j'ai choisi, pour les désigner, je vais très rapidement vous les récapituler si vous ne les avez pas en tête. Donc, j'ai choisi pour les désigner, non pas l'ordre dans lequel on les a découverts, mais l'ordre chronologique, bien sûr, dans lequel Marcel Proust a répondu aux questions. Alors, ce premier questionnaire, c'est le dernier qu'on a trouvé. Eh bien, ce premier questionnaire, donc révélé très récemment, en avril 2018, comporte, comme vous le voyez, le nom de Marcel Proust, donc là, vraiment aucun doute possible, la date, 25 juin 1887, il a donc pas tout à fait 16 ans, on va dire tout de même presque 16 ans, puisqu'il est né le 10 juillet 1871. Nous n'en connaissons nous ne connaissons pas le propriétaire de l'album, nous ne connaissons pas non plus les autres signataires. Ce qu'on peut affirmer, c'est qu'il est détaché d'un album très populaire qui s'intitulait « Le musée des familles » et peut-être même certains d'entre vous en ont-ils dans un grenier ou des ancêtres l'ont-ils possédé. Et par exemple, on sait que Paul Cézanne a aussi participé à un semblable album. Alors, je reviendrai un petit peu. Voilà, sur la dernière page de cet album, qui est tout petit puisqu'il entre dans une enveloppe. Il a ce format-là, donc c'est vraiment tout petit. Et voici la dernière page avec la signature de Proust et des citations. Une citation de Musset, une de je ne sais plus qui, et une de Lecomte de Lisle. Et voilà un exemple, vous voyez, de ce questionnaire. Le deuxième questionnaire, donc celui sur lequel j'ai travaillé, est intitulé, du moins l'album est intitulé donc Confessions, an album to record feelings and thoughts, et il appartient à Antoinette Faure, vous savez, l'amie de Marcel Proust. Proust répond aux questions très vraisemblablement. Alors, il n'a pas, si vous voulez, il n'a pas signé et il n'a pas noté la date à laquelle il répond. Mais quand on compare les pages qui encadrent, vous voyez, ses réponses à lui, on peut imaginer, on peut être quasi certain, plus qu'imaginer, que c'est le 4 septembre 1887. Donc c'est intéressant parce que c'est très peu de temps après le premier questionnaire, pas tout à fait 3 mois plus tard. Et il nous reste pour cet album-là une quarantaine de réponses, 42 exactement, certaines pages ayant été découpées très soigneusement par Antoinette Faure et peut-être données ou jetées, je n'en sais rien. Le troisième questionnaire auquel nous aurons affaire, là nous n'avons ni date ni propriétaire. Il est extrait d'un album intitulé « Les confidences de salon ». Ces confidences de salon font suite à une série qui avait été publiée dans la Revue illustrée en 1892. C'était une série avec les mêmes questions qu'on posait à des célébrités, vous voyez, de l'époque, aussi bien des écrivains, ça commence par Émile Zola, il y a Daudet, mais il y a aussi Sarah Bernhardt, vous voyez un certain nombre de personnes célèbres de l'époque. Mais évidemment, en 1892, il n'y a pas Marcel Proust, c'est un album qui a été ensuite
publiés d'après donc cette série qui avait eu beaucoup de succès. Cette page porte une mention autographe que vous voyez, Marcel Proust par lui-même, et il semblerait qu'il ne reste que 4 pages de cet album, et en tout cas 4 pages remplies, et Proust a lui-même écrit 3 de ces 4 pages, l'une pour lui-même et 2 pour 2 jeunes filles. Comme pour l'instant cet album n'est pas disponible et nous ne savons pas exactement où il est, eh bien, on ne peut pas savoir pour qui il a répondu à ces questions. Il a servi de scribe, en quelque sorte, pour d'autres questions. Alors, la référence, que peut-être vous pouvez difficilement lire, mais on y reviendra tout à l'heure, il y a une référence à M. Boutroux. M. Boutroux est le professeur de philosophie de Proust, en licence de philosophie, une licence qu'il a commencée en décembre 1893, une licence de philosophie à la Sorbonne. Donc, ça permet quand même, vous voyez, de dater approximativement ce questionnaire, puisqu'il obtient la licence en 1895. Donc, on peut imaginer que c'est 1894, peut-être début 1895. Alors, c'est un peu une manie de biographe, partir de la vie, de l'expérience sensible. J'ai pensé que c'était intéressant, peut-être nécessaire, que vous vous représentiez le garçon tel qu'on peut le voir, qui répond aux 2 premiers questionnaires et au 3e, pour qu'on saisisse véritablement la différence. Et vous allez voir que c'est une différence qui aussi se lit dans les réponses de Proust. Alors j'ai commencé par cette photographie que probablement certains d'entre vous connaissent. C'est la deuxième, Proust redouble, Marcel Proust redouble sa classe de seconde à Condorcet. Il a été très malade l'année précédente, à répétition, et vous le voyez, c'est le petit garçon, je puis dire, tout à fait à gauche, au premier rang, un peu recroquevillé, pâlot, recroquevillé sur lui-même. Cette photographie, donc, elle est de 86-87. On n'a pas de précision, mais je vous rappelle que le premier questionnaire est de juin 87 et le second de septembre 87. Et on peut dire, voici la classe de rhétorique. Le deuxième questionnaire, c'est pendant les vacances scolaires, juste avant cette classe de rhétorique. Et là, vous le voyez au 3e rang, tout à fait à droite. Et on voit déjà, vous voyez, un changement physique entre ce garçon de seconde, le premier qu'on a vu, et ce garçon en classe de rhétorique. Il a pris, semble-t-il, un peu d'assurance, même physiquement, avec un regard très concentré également. Et puis, j'ai voulu aussi rapprocher 2 portraits qui ne sont pas exactement de la date, des dates qui nous intéressent, mais tout de même près. Ce sont 2 portraits photographiques de Paul Nadar. Le premier, donc, de mars 1887, le second de décembre 1892. Alors, ce second nous montre tout de même déjà l'écart, vous voyez, entre les 2 premiers questionnaires et le jeune homme qui remplit le 3e. Et il faut savoir qu'en 93, 14, voire 15, Marcel Proust, bien sûr, a déjà commencé sa vie littéraire et même sa vie mondaine. Il a déjà publié des articles dans Le Banquet, il a publié des articles dans Le Gaulois, et il a aussi fait la connaissance de Montesquieu, de Madeleine Lemaire, de Reynaldo Hahn, etc. Donc, vous voyez, on est, je dirais tout de même, on voit bien qu'on est dans un autre registre à tout point de vue. Alors, la question, évidemment, qui se pose maintenant par rapport à mon sujet, c'est que peut-il y avoir de commun entre un exercice formaté, des questions stéréotypées, pré-imprimées, sans statut littéraire et un essai? En quoi les réponses à ces questions, somme toute assez banales, qui n'ont pas été choisies, peuvent-elles
contribué ou constitué le germe d'une réflexion construite même librement. Alors peut-être faut-il revenir au mot genèse. Genèse, à la fois origine, commencement, mais aussi élaboration progressive d'une œuvre ou d'une pensée. Alors, genèse, peut-être, puisque, à notre connaissance, enfin, tel qu'on connaît les travaux de Proust aujourd'hui, pour les deux premiers questionnaires, ce sont là les premiers textes de Marcel Proust que nous possédons, qui ne sont pas des exercices scolaires. Les textes qu'on connaît auparavant sont des exercices scolaires, même s'il s'agit d'une figure imposée. Alors, toutefois, je dirais, à première vue, le rapprochement avec l'essai peut tout de même paraître forcé, un peu forcé. Pourquoi? D'abord, en raison même de la forme de l'exercice. Des questions disparates qui touchent à toutes sortes de domaines. Alors ça va des qualités préférées chez une femme, au vice le plus détesté, du peintre ou du héros favori, à la boisson préférée, y compris les questions les plus saugrenues, en tout cas à nos yeux, qu'on trouve par exemple dans le premier questionnaire, préférez-vous un coucher dur ou tendre? Bon, il n'a pas répondu, alors on ne saura pas. Des questions fermées, une typographie qui accorde évidemment très peu de place aux réponses. Une ligne, parfois une demi-ligne, 1 centimètre, un petit centimètre qui, vous voyez, qui sépare deux questions. Et évidemment, tout cela appelle des réponses concrètes, précises, pas possibilité d'un développement comme ça pourrait être naturellement dans l'essai. Enfin, ces réponses, elles constituent simplement des instantanés. J'ai parlé tout à l'heure d'une photographie mentale, mais c'est bien ça, c'est une photographie du moment. Et Proust l'a très bien compris, le Proust du troisième questionnaire le comprend. Par exemple, à la question « Mes auteurs favoris en prose », il répond « Aujourd'hui, Anatole France et Pierre Loti ». Aujourd'hui, donc cela peut laisser entendre que hier, il en allait autrement, c'est le cas, et qu'à l'avenir, ce sera peut-être encore autre chose. Donc la première observation, je dirais, qui est visible à l'œil nu, c'est la difficulté, ou peut-être le refus, de Marcel Proust de se plier à la règle, cette règle du questionnaire. D'abord, il déborde de l'espace imparti. Alors on le voit très bien même sur le troisième, vous voyez, il va au-delà de la page, mais on pourrait faire vraiment le montrer sur toutes les pages. Il fait des phrases longues, il répond avec des phrases longues au lieu de répondre par un simple mot, comme beaucoup de personnes qui répondent d'habitude à ces questionnaires, de signataires, et c'est surtout manifeste dans les deux premiers questionnaires. Enfin, on retrouve la présence d'articulations syntaxiques, de termes qui structurent sa pensée logique, dans beaucoup de réponses. Si vous n'étiez pas vous-même, qui voudriez-vous être? Il répond, n'ayant pas à me poser la question, je préfère ne pas la résoudre. J'aurais cependant bien aimé être Pline le Jeune. On reviendra sur cette réponse. Vos héros favoris dans la fiction? Les héros romanesques, poétiques, ceux qui sont un idéal plutôt qu'un modèle. Ailleurs, il développe aussi parce que sa plus simple expression est ce qu'il y a, puisque la nature n'existe que dans l'âme. Vous voyez, à chaque fois, on a ces articulations logiques qui ne sont pas du tout dans le schéma habituel des réponses à ce type de questionnaire. D'autres fois, on va le voir contourner, détourner la question et même développer sans répondre directement. Alors c'est surtout sensible dans le premier questionnaire. Il répond par énigme, par allusion, des tournures négatives, presque de façon un peu précieuse, et cela tient peut-être à la personne que nous ne connaissons pas qui lui a présenté cet album. Alors voici un exemple. Cinquième question. Quelle couleur d'yeux et de cheveux préférez-vous? Réponse. On aime toujours mieux le plat qu'on mange. Alors,
pour être tout à fait honnête, j'ai cru qu'il s'était trompé de ligne. Vous voyez qu'il avait répondu à une autre question. Mais non, pas du tout, parce que cette question, la question sur la nourriture préférée, etc., n'apparaît pas. Donc, je suppose que c'est... Voilà, il y a une sorte de sous-entendu. Ou bien, puis-je vous demander l'âge que vous avez? Prenez garde, donc c'est toujours ce garçon qui n'a pas 16 ans, hein. Prenez garde que je ne le grandisse, ça prouve que je n'ai pas 20 ans, ni une mère coquette. Alors, cette histoire de la mère coquette m'a un petit peu intriguée et m'a rappelé ce passage de À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Vous vous souvenez peut-être de cette petite comment dire, bagarre pour rire avec Gilberte pour récupérer une lettre, et où il écrit « Je passais mes mains derrière son cou en soulevant les nattes de cheveux qu'elle portait sur les épaules, soit que ce fût encore de son âge, soit que sa mère voulut la faire paraître encore enfant afin de se rajeunir elle-même. » Alors, ça en dit beaucoup sur les mères de l'époque, mais ce que j'ai trouvé intéressant, et là je suis dans une libre interprétation que personne n'est obligé de suivre, c'est que le lien entre, bien sûr, Gilberte Odette ou Odette Gilberte m'a évoqué Marie de Bernardaki, vous savez, qui est l'une des inspiratrices du personnage de Gilberte, et notamment aux Champs-Élysées. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que dans la dernière question de ce même questionnaire, on lui demande quel peuple vous est le plus sympathique. Et il répond, pour le moment, le peuple russe. Non pas, je vous l'assure, parce que c'est l'allié de la France. Et est-ce là une allusion à Marie Bernardaki? C'est possible. D'autres fois, il ne répond pas à certaines questions, soit parce qu'elles ne l'intéressent pas, soit parce que, là encore, il n'a pas la place pour le faire, parce qu'il a développé un peu la question précédente. Votre nourriture et boisson préférée, donc dans le deuxième questionnaire, pas de réponse. Votre principale caractéristique non plus. Vos prénoms préférés non plus. Donc, je dirais qu'on devine déjà plusieurs traits, il me semble, soit de la pensée, soit du style de Proust, c'est peut-être là, à ce niveau-là, un grand mot, qui ne s'imbrique pas, en tout cas, dans le simple jeu du questionnaire. Vous voyez comme si ça ne cadrait pas. Il y avait quelque chose dans sa façon de s'exprimer, de penser, qui ne cadrait pas avec cela. Un art, je dirais, de l'esquive, du paradoxe, de l'antithèse aussi. Par exemple, dans le deuxième questionnaire, vos héroïnes favorites dans la vie réelle. Réponse, une femme de génie ayant l'existence d'une femme ordinaire. Donc, bien sûr, l'opposition est quand même quelque chose d'assez subtil, hein, une femme de génie ayant l'existence d'une femme ordinaire. L'art du renversement aussi, un renversement un petit peu paradoxal parfois, la qualité que je désire chez un homme, des charmes féminins. Chez une femme, des vertus d'homme et de la franchise dans la camaraderie. Alors, je laisse évidemment de côté l'interprétation psychologique ou biographique hein, de cette sorte de déplacement ou d'inversion, mais on y reviendra parce que c'est intéressant. Et on remarque aussi une pensée subtile qui l'oppose à la banalité ou à la simplicité des questions. Croyez-vous à l'amitié? Réponse. Non. Aux amis, oui. Surtout aux amies, hein, donc au féminin. Cette préférence pour les filles, en tout cas pour les jeux qu'il partageait avec les filles, Robert Dreyfus la raconte, enfin en parle dans ses souvenirs, mais c'est évidemment, ça nous renvoie à tout ce qu'il dit de l'amitié sur la lecture, et déjà à une sorte de méfiance tout de même quant à l'amitié, dont il dit dans une note « On sait ce que je pense de l'amitié, je la crois si nulle que je ne suis même pas exigeant intellectuellement pour elle. Et ailleurs, je jouis de l'amitié, mais je n'y crois pas. » Et ce débat sur l'amitié, il va y revenir du reste avec Daniel Halévy à propos de la relation entre Nietzsche et Wagner aussi en 1903. Donc,
très tôt, vous voyez, une sorte de méfiance à l'égard de l'amitié. Toujours sur cette subtilité, votre devise préférée, une qui ne peut pas se résumer parce que sa plus simple expression est tout ce qu'il y a de beau, de bon, de grand dans la nature. On voit bien comment, pour lui, résumer, ce serait excessivement simplifié. Donc, ne pas résumer, c'est pouvoir énumérer ici et peut-être entrer dans quelque chose d'un petit peu plus subtil. Et cet art de la nuance, on le voit à plusieurs reprises. Où aimeriez-vous vivre? Au pays de l'idéal, ou plutôt de mon idéal. Alors, si le pays de l'idéal, hein, c'est une formule un peu baudelairienne, on pourrait dire, la nuance de mon idéal montre déjà chez ce très jeune garçon, vous voyez, une sorte de conscience tout de même peut-être de ce qu'il y a chez lui de particulier. Le principal trait de mon caractère, c'est dans le 3e questionnaire, le besoin d'être aimé, et pour préciser, le besoin d'être caressé et gâté, bien plus que le besoin d'être admiré. Et là encore, on est dans un registre psychologique, dans sa façon je dirais, de confronter, vous voyez, ces différentes définitions, en quelque sorte, de ce que peut être l'amour, et c'est une façon de répondre, quand on compare aux autres réponses qui sont en général les caractéristiques, parce que dans le 2e questionnaire, il y a quelle est votre caractéristique, mais il y a un trait, vous voyez, psychologique qui est souligné. Ici, il y a la volonté d'entrer un petit peu dans le détail. Et je dirais que ce qui frappe, et surtout quand on compare justement aux autres réponses dans le 2e questionnaire, pour l'ensemble des réponses de Marcel Proust, c'est d'une part qu'il joue le jeu à fond et sans désinvolture, ce qui est très éloigné de la manière dont les garçons en particulier répondent, toujours avec un peu d'ironie, vous voyez, et de distance. Deuxième chose qui m'a frappée, c'est que chaque question amorce une réflexion sans qu'il se contente du stéréotype, vous voyez, qui est induit par la question. Enfin, on pourrait dire qu'il fait des phrases, au sens littéral, il fait des phrases au lieu de répondre par un mot ou 2 mots, contrairement à l'affirmation dans le 1er questionnaire où il répond « Je vous le dirai bien, mais je n'aime pas faire de phrases ». Faire des phrases, évidemment, c'est s'exprimer avec une certaine emphase, avec une certaine grandiloquence. C'est faire trop de phrases. Et c'est être un phraseur. Donc il y a ici une sorte, vous voyez, on va le voir, de petite subtilité aussi psychologique. De manière plus générale, il dévoile aussi son goût et son aptitude, même très jeune, pour une pensée complexe. Il va privilégier l'universel sur le particulier. Votre vertu favorite, toutes celles qui ne sont pas particulières à une secte, les universels. Alors, c'est probablement, là encore, quelque chose qui le distingue, surtout en cette période, c'est dans le 2e questionnaire, cette période très marquée par le nationalisme, l'esprit revanchard et le patriotisme qui s'exprime fortement dans beaucoup de réponses. Vous voyez, des autres de ses camarades ou des autres jeunes gens qui ont répondu. Et c'est important parce qu'on va retrouver cette idée d'éloignement par rapport à la secte et ce besoin de quelque chose d'universel. La couleur que je préfère, c'est dans le 3e questionnaire. La beauté n'est pas dans les couleurs, mais dans leur harmonie. Donc on est là encore, vous voyez, ne pas seulement privilégier le particulier, mais au contraire faire le lien et au fond la conscience ou l'idée que c'est bien la relation entre les choses qui est importante et non pas les choses elles-mêmes.
Cela peut aller jusqu'à une tendance à la généralisation. Alors il va à plusieurs reprises employer des expressions telles que toutes celles, un milieu entre, je les aime toutes, et peut-être à cette difficulté de faire un choix, question qui avait été abordée dans l'un des premiers cours. Ne pas choisir, c'était ce parallèle avec Montaigne, hein, c'est-à-dire à la fois la complexité et parfois la contradiction comme l'un des traits de sa pensée, qui avait été assimilé par certains à la pensée juive. Le soit que, soit que. Et cela culmine avec sa réponse dans le 3e questionnaire, mon héros dans la fiction, Hamlet. Et donc l'impossibilité de choisir, elle est là ramenée en quelque sorte à l'essentiel, Hamlet, y compris donc to be or not to be, sur ce qui est fondamental. À cela, j'associerai le goût de l'abstraction, qui prend souvent la forme d'énumération. Alors on a vu là ce qu'il y a de beau, de bon, de grand dans la nature. On va, dans une autre réponse, il indique, on y reviendra aussi, tout ce qui est tendre, poétique, pur, beau dans tous les genres. Des adjectifs évidemment amélioratifs, mais vous voyez comme si l'énumération ici de termes plutôt abstraits pouvait permettre de cerner quelque chose qu'une réponse univoque ne permettrait pas de cerner. Et donc tout cela se résume au refus de ce qui exclut, de ce qui simplifie. Quel vice détestez-vous le plus? C'est dans le premier questionnaire. L'étroitesse d'esprit. Donc on revient exactement aussi à cette idée qu'on a eue tout à l'heure, hein, le refus de la secte. Étroitesse d'esprit, c'est ce qui coupe finalement, ce qui sectionne, et on est bien dans ce refus. Et enfin, quelle est votre principale espérance? Celle d'aimer et de comprendre le plus de choses et d'être que je pourrais. Comprendre le plus de choses et d'être que je pourrais, c'est ce qu'il répond dans le premier questionnaire. Donc tout se passe comme si à certaines questions, c'était l'analyse qui se substituait à la synthèse, ou bien qu'il fallait faire une moyenne, en quelque sorte, pour toucher juste. Vos héros dans la vie réelle, un milieu entre Socrate, Périclès, Mahomet, Musset, Pline le Jeune, Augustin Thierry. Alors, je ne sais pas, difficile de dire quel est le milieu là, entre tous ces personnages. Et je rappelle que c'est bien là les héros favoris dans la vie réelle. Alors, grande place est donnée, vous le voyez, à l'Antiquité. On dirait qu'il a choisi, il a choisi un philosophe, un homme d'État, le fondateur d'une religion, un poète. Pline le Jeune, on va le retrouver, Pline le Jeune, cette admiration pour Pline le Jeune, un épistolier et un témoin de son temps, de son époque, et là, un historien. C'est très amusant et très intéressant quand vous comparez, là encore, aux réponses des autres garçons et filles qui vont répondre à la même question. Parce que qu'est-ce qu'on trouve? Bien, on trouve Bayard, Napoléon Ier, mais vous voyez, ce n'est pas un milieu entre Bayard et Napoléon Ier. On donne ou Bayard, Napoléon Ier, du Guesclin, Vercingétorix, voilà ce que répondent les uns et les autres. Ou bien des groupes, alors on a les marins, les pompiers. Je pense que les pompiers, d'ailleurs, certains répondraient encore ça aujourd'hui, et les missionnaires. Alors là, ils auraient peut-être un peu moins de succès. Alors, Pline le Jeune, c'est vraiment intéressant parce que Pline le Jeune, il le cite à nouveau dans la réponse à la question 9 du deuxième questionnaire, et qui est quand même une question importante. Si vous n'étiez pas vous-même, qui seriez-vous? N'ayant pas, alors c'est là, n'ayant pas à me poser la question, je préfère ne pas la résoudre, j'aurais cependant bien aimé
être Pline le Jeune. Et j'avoue avoir pas mal réfléchi à cette réponse. On trouve très peu d'allusions à Pline le Jeune, où que ce soit par ailleurs. Donc, en travaillant là, je me suis dit, bon, c'est à la fois l'auteur évidemment d'une correspondance, un témoin donc de son temps, mais c'est aussi un neveu, le neveu de Pline l'Ancien, hein, qui va lui périr dans l'éruption du Vésuve, et un fils dévoué, neveu et fils dévoué. Hein. Et ça, c'est intéressant parce que c'est un homme qui s'est caractérisé par une sorte de stoïcisme, de courage. Et voilà ce qu'écrit Pline le Jeune à propos de l'éruption du Vésuve. Donc, il se trouve à proximité de cette éruption, pas aussi près que son oncle qui a voulu aller faire des constatations scientifiques, si vous voulez, vraiment sur place, mais il est dans la région, très proche. Ma mère me prie, donc c'est Pline qui écrit, le Jeune, ma mère me prie, me conseille, m'ordonne de fuir coûte que coûte. C'est possible pour moi qui suis jeune. Ralentie par son âge et par son poids, elle mourrait heureuse si elle n'est pas la cause de ma mort. Mais je lui dis qu'il n'est pas question pour moi de sauver ma vie sans elle, puis la prenant par la main, je la force à marcher plus vite. Elle m'obéit à contre-cœur et se reproche de me retarder. C'est-à-dire que ce Pline sauve sa mère, en fait, en mettant en péril sa propre vie. Est-ce que ce texte, Marcel Proust l'a lu? Il y avait des textes qui étaient au programme de première. Il répond donc à la fin de ses vacances scolaires, alors qu'il est en seconde. Est-ce qu'il a traduit un peu de Pline? C'est fort possible, comme il a traduit du Tacite ou d'autres auteurs. Pour en revenir donc à son mode de raisonnement, sa façon de l'exprimer, il me semble qu'il y a déjà donc des caractéristiques, vous voyez, qu'on va retrouver plus tard dans le Proust essayiste. Alors, est-ce que c'est le cas aussi des sujets abordés? Alors, à travers l'ensemble des réponses, deux voies se dessinent, déjà, me semble-t-il, en filigrane dans le premier questionnaire. Et je voudrais revenir à cette réponse qu'il donne. Quelle est votre principale espérance? Celle d'aimer et de comprendre le plus de choses et d'êtres que je pourrais. À ce stade des deux premiers questionnaires, il me semble qu'on sent le jeune Proust aspirer davantage aux vertus de l'intelligence qu'à celles du sentiment et de la sensibilité, ou en tout cas de la sentimentalité, on va le voir. Quand on lui demande quel est selon vous l'idéal du bonheur terrestre, il répond, je vous le dirai bien, mais je n'aime pas faire de phrases, j'ai horreur du sentimental, l'étant beaucoup. Donc là, il me semble qu'il y a quelque chose d'intéressant, c'est moins le sentiment finalement lui-même qui lui inspire une sorte de méfiance que l'excès de sentimentalité, que l'excès, si vous voulez, la profusion, en quelque sorte, de l'expression de ce sentiment qui est vécu comme une sorte de menace et de conflit intérieur. Être sentimental, c'est faire des phrases. Hein, je n'aime pas faire de phrases, j'ai horreur du sentimental. Donc c'est parce qu'on suppose qu'il y a un lien de cause sous-entendu. L'étant beaucoup. Et là, évidemment, c'est peut-être le sentiment d'un conflit intérieur. On le voit à multiples reprises dans la correspondance, notamment avec sa mère, lorsque, au même âge, quand sa mère part en cure, s'absente très peu, quelques jours, et on voit qu'il essaye de ne pas pleurer, il est presque, je dirais, gardé par toute la famille, les grands-parents, etc., pour l'empêcher de se laisser aller à son excès d'émotivité et de sentimentalité. Et de très nombreuses occurrences dans ces questionnaires montrent l'importance de l'intelligence pour le jeune garçon, qui est vraiment systématiquement valorisée, perçue comme une qualité désirable. Quel sort vous paraît le plus à plaindre?
Être imbécile, répond-il. Bon, il est relativement à l'abri. Vos qualités favorites chez un homme, l'intelligence, le sens moral. Vos qualités favorites chez une femme, la douceur, le naturel, l'intelligence. Donc au fond, la qualité, vous voyez, qu'il recherche ou qui lui paraît en tout cas désirable dans les deux sexes, c'est l'intelligence. Et à la réponse « vos héros dans la vie réelle », il répond « Monsieur Daru, Monsieur Boutroux ». Monsieur Daru, son professeur de philosophie de terminale, Monsieur Boutroux, son professeur de philosophie en licence à la Sorbonne. Donc, bien sûr, des gens qui l'ont initié à la pensée structurée, à une pensée rationnelle et au raisonnement, si vous voulez, philosophique. Alors, il me semble que cette importance accordée à l'intelligence, à ce stade, vous voyez, de son évolution, c'est parce que cela lui permet d'endiguer justement cette sentimentalité, c'est ce qui lui permet d'instaurer une distance avec le débordement des émotions, l'émotivité. J'ai horreur du sentimental, hein, l'étant beaucoup. Et le verbe aimer revient également. Dans les essais, ou tout ce qu'on peut rattacher aux essais, l'intelligence est au contraire, il me semble, sinon soumise à critique, du moins l'objet de réserve. Alors, je cite évidemment ce début de préface. Chaque jour, j'attache moins de prix à l'intelligence. Chaque jour, je me rends mieux compte que ce n'est qu'en dehors d'elle que l'écrivain peut ressaisir quelque chose de nos impressions passées, c'est-à-dire atteindre quelque chose de lui-même et la seule matière de l'art. On voit bien comment, entre les deux premiers questionnaires et le troisième, et le travail ultérieur, on est passé à un autre stade, celui évidemment de l'écriture, de la réflexion sur la matière de l'art, et plus du tout sur, je dirais, des émotions privées, personnelles. Entre-temps, il y a évidemment eu les multiples essais d'écriture, les tâtonnements, les incertitudes. Même chose dans la réponse à une enquête des annales, hein, enquête questionnaire, on est un petit peu dans le même domaine, pour dire un dernier mot du roman dit d'analyse. Alors, parce qu'on lui demande son avis sur le roman d'analyse, et Proust commence par expliquer qu'il préfère dire roman d'introspection plutôt que roman d'analyse. Hein, je simplifie. Ce ne doit être nullement un roman de l'intelligence pure, selon moi. Il s'agit de tirer hors de l'inconscient pour la faire entrer dans le domaine de l'intelligence, mais en tâchant de lui garder sa vie, de ne pas la mutiler, de lui faire subir le moins de déperditions possible, une réalité que la seule lumière de l'intelligence suffirait à détruire, semble-t-il. Et il me semble qu'ici, on voit bien tirer hors de l'inconscient une réalité que la seule lumière de l'intelligence suffirait à détruire. L'intelligence est, au contraire, ici, non seulement impuissante à capter la matière de l'art, mais elle peut être nocive, destructrice. Et on le voit aussi dans le deuxième extrait que j'ai donné, qui là est antérieur, d'un article publié dans la Revue Blanche. Alors, ils oublient comme ce romancier, c'est-à-dire un romancier qui bourrerait, c'est l'expression qu'il emploie, de philosophie un roman. Vous voyez, qui voilà, mettrait la philosophie telle qu'elle dans un roman. Ils oublient comme ce romancier que si le littérateur et le poète peuvent aller en effet aussi profond dans la réalité des choses que le métaphysicien même, c'est par un autre chemin, et que l'aide du raisonnement, loin de le fortifier, paralyse l'élan du sentiment qui seul peut les porter au cœur du monde. Et là, il me semble qu'on va même plus loin, puisque ce n'est pas seulement au cœur de soi-même ou au cœur de sa vérité, c'est au cœur du monde. Donc, on voit bien comment l'intelligence est insuffisante à la fois
comme outil, de même que la mémoire volontaire, hein, elle est aussi insuffisante à restituer le passé, et comme agent de la création, et même elle peut être nocive. Donc elle s'oppose à l'élan du sentiment qu'elle paralyse, à la puissance instinctive, ce qu'il appellera ailleurs puissance instinctive, et à l'inconscient, même si, précise-t-elle, elle est tout de même la seule, c'est elle qui peut nous permettre malgré tout, de proclamer que l'instinct doit occuper la première place. Donc elle a son rôle, mais c'est juste un rôle de mise en valeur. Donc on voit bien le cheminement par rapport au questionnaire. Alors, d'où la différence qu'il va faire entre les auteurs intelligents, je dirais qui sont seulement intelligents, et ce qu'il appelle le génie. L'intelligence, il me semble qu'il la place du côté de la fabrication. Par exemple, il dit de Hugo, c'est dans la lettre à Jacques Rivière, qui a été publiée ensuite dans la NRF en 1921, « Victor Hugo fait toujours merveilleusement ce qu'il faut faire, mais là encore la fabrication même de l'impalpable, est visible. » Alors, je laisse Victor Hugo qui n'est pas cité dans les questionnaires, mais je trouve ça très intéressant. Donc, je vous propose de jeter un petit coup d'œil. Alors, j'ai mis simplement le questionnaire 2 et le questionnaire 1, 3, parce que dans le 1, il ne cite aucun nom. Et il me semble assez intéressant, sans entrer dans le détail de tous les noms, hein, on n'a pas le temps, bien sûr, de peut-être voir, vous voyez, un petit peu simplement l'évolution entre le garçon de 16 ans, 15 ans et demi, 16 ans, et le troisième questionnaire, où il y a visiblement un déplacement. Par exemple, George Sand, elle est rejetée, elle intervient dans le premier questionnaire, Sand et Augustin Thierry. Alors, on a beaucoup dit que c'était lié à sa mère et à sa grand-mère. C'est vrai qu'Augustin Thierry était un auteur que sa grand-mère lui avait fait lire et qu'il a lu, semble-t-il, à Illiers. Sand, évidemment, on ne sait pas. En fait, on ne sait pas exactement ce qu'il a lu de George Sand, vraisemblablement les romans champêtres. Sa mère lit Mauprat. Après, il est possible qu'il n'ait pas lu certaines choses que nous, on connaît de Sand. En tout cas, Sand disparaît du tableau. Et dans Le Contre Sainte-Beuve, hein, alors il y avait un extrait aussi tout à l'heure, il parlera de la fausse supériorité d'un Sainte-Beuve, d'un Mérimée, d'une George Sand. Elle est rattachée à cela, ou bien, je crois qu'on l'a cité tout à l'heure, quelqu'un qui, ignorant la littérature du XIXe siècle, essaierait de l'étudier dans les causeries du lundi, apprendrait qu'il y eut alors en France des écrivains bien remarquables, tels que M. Royer-Collard, M. le Comte Mollet, M. Tocqueville, Mme Sand, Béranger, Mérimée, d'autres encore. Donc, on voit bien que là, il y a évidemment une distance qui est prise avec ces auteurs. Et bon, il y a plusieurs citations, mais nous savons évidemment qu'en ce qui concerne George Sand, elle va faire sa réapparition, si j'ose dire, dans la recherche avec François Le Champy, à la fois au début et à la fin de la recherche, mais toujours liée évidemment au passé et à l'enfance. Augustin Thierry aussi disparaît des auteurs cités, des auteurs favoris, peut-être parce que, comme il le dit sur la lecture, l'historien, c'est tout de même celui qui reste accroché aux archives, donc à un travail qui est davantage un travail de l'intelligence, du classement, de la recherche, etc. Musset sera... c'est compliqué, les points de vue de Proust sur Musset, mais enfin, il va quand même être qualifié de poète de second ordre. Quant à Meissonnier, bien, on l'a vu tout à l'heure à propos de Ruskin, la prédilection de Ruskin pour Meissonnier, pour Alphonse Karr et encore pour George Sand, hein, qui est encore associé à cela. Et il oppose finalement, ou en tout cas dans son évolution, ces artistes à... alors, Anatole France et Pierre Loti,
qui sont ces lectures probablement, qui sont aussi des lectures familiales. Hein. C'est intéressant parce qu'on reste dans le domaine familial, ce n'est pas du tout un passage de l'autre, puisque c'est Madame Proust qui lit Pierre Loti et qui va le lui faire lire. Et il oppose, par exemple, Musset à Baudelaire et Vigny. Et c'est évidemment la période, depuis, je dirais peut-être depuis la classe de rhétorique et un petit peu après, où il y a cette grande passion pour Baudelaire. Mais il va y avoir des constantes, parce que Baudelaire, Alfred de Vigny, Beethoven, Wagner, Rembrandt, ils sont tous présents dans le troisième questionnaire, mais on va aussi voir qu'il y a des pages importantes dans le Contre Sainte-Beuve qui leur sont des pages importantes qui leur sont consacrées. Mais c'est surtout Baudelaire, et c'est sur lui que je voudrais m'arrêter vraiment un petit peu, Baudelaire qui est, je dirais, mis en exergue. Baudelaire, dans la lettre à Jacques Rivière, il dit Baudelaire, le grand génie, avec Alfred de Vigny, le plus grand poète du XIXe siècle, plus grand encore que Hugo, le plus grand artiste, un génie qui se méconnaît lui-même. Donc il y a vraiment sur Baudelaire une sorte d'admiration. Or, ce génie le met justement au-dessus des jugements moraux, fussent-ils des jugements finalement relativement sympathiques en ce qui concerne son comportement de Sainte-Beuve, qui le trouve bon garçon, mieux que sa réputation sulfureuse pourrait le laisser entendre, mais qui n'est pas capable de percevoir, si vous voulez, de comprendre son génie. Alors on ne peut que penser, à propos de ce génie de Baudelaire, à sa réponse dans le deuxième questionnaire, à la question 23. Pour quelle faute avez-vous le plus de tolérance? Réponse, pour la vie privée des génies. Et cette assertion revient, m'a forcément évoqué le texte du journal de Daniel Halévy, son camarade de Condorcet. Halévy a 1 an de moins, est un peu plus jeune, ce qui laisse penser que c'était une sorte de sujet, c'était un thème de discussion entre eux finalement. Et je vous le cite pour mémoire, prenons Proust, donc c'est extrait du journal, doué comme personne, le voilà qui se surmène, faible, jeune, il coïte, il se masturbe, il pédéraste peut-être, il montrera peut-être dans sa vie des éclairs de génie perdus, et l'on déplorera sa vie de bohème, et l'on pleurera ce qu'il aurait pu être, idiotie, s'il n'eût fait tout cela, il n'eût plus été lui-même. Le génie est un produit du caractère, et le caractère gouverne la vie. Admettez un Proust de vie exemplaire, il n'eût rien été, tel il est créé, tel il doit vivre, ou avec ses vilains côtés, il perdra ce qu'il a de grand. Ce qui est un texte assez impressionnant de la part de Daniel Halévy, une fois encore, qui lui aussi est très jeune, mais qui revient à cette question finalement de la biographie. Est-ce que le génie est, comme il le dit, un produit du caractère? Et c'est une polémique qui va se poursuivre pendant très longtemps entre eux, ou bien est-ce que, au fond, la vie privée du génie, on peut être tolérant et d'une certaine manière, elle ne nous dit rien du génie lui-même, c'est-à-dire de son autre moi, du moi qui crée, comme le pense Proust. Alors, je dirais qu'à cette dialectique du talent et du génie s'ajoutent 3 points sur lesquels je passerai très vite, mais qui permettent de rapprocher les réponses aux questionnaires des essais. D'abord, tout de même, le peu de contemporains dans ses préférences. Simplement, si on revient, Anatole France et Pierre Loti, vraiment contemporains. Et il me semble que c'est ce qui est très différent là aussi des autres garçons qui répondent, et filles, au questionnaire, puisqu'on a abondamment Octave Feuillet, Zénaïde Fleuriot, Georges Jaunet, vous voyez ce type d'auteurs. Et la préférence, on revient à cette idée, la préférence des grands écrivains va au livre des anciens. La sienne, en tout cas, à part, en tout cas dans les questionnaires, à ce moment-là, à part Anatole France et Loti, il en va de même.
Autre point sur lequel je voudrais m'arrêter un instant, c'est la puissance d'incitation et d'impulsion du grand artiste, et en particulier du grand écrivain, mais c'est vrai aussi du peintre. Et il nous dit, et je crois que dans un des cours il en avait été question, tant que la lecture est l'incitatrice dont les clés magiques nous ouvrent au fond de nous-mêmes la porte des demeures où nous n'aurions pas su pénétrer, son rôle dans notre vie est salutaire. Elle est incitatrice, ça veut dire qu'elle n'est pas en elle-même créatrice, mais simplement elle permet éventuellement le passage à l'acte créateur. Et ceci, il en a été dit un mot tout à l'heure, est particulièrement vrai pour ceux qui souffrent, dit-il, de certaines affections du système nerveux, c'est toujours sur la lecture, et dans lesquels le malade est enlisé dans une sorte d'impossibilité du vouloir. Et là, on retrouve ce thème récurrent du manque de volonté qu'on a dans la correspondance, qu'on a également, bien sûr, même dans la recherche, hein, c'est-à-dire la difficulté du passage à l'acte créateur, de se mettre à créer ou à agir. Et cela est déjà très présent dans le troisième questionnaire. Mon principal défaut, ne pas savoir, ne pas pouvoir vouloir. Le don de la nature que je voudrais avoir, la volonté et des séductions. Le fait militaire que j'admire le plus, mon volontariat, et il y a un point d'exclamation. Il y a évidemment, je pense, une part d'humour dans cette réponse, mais dans volontariat, il y a tout de même volonté. Et le volontariat, c'est lorsqu'il a devancé l'appel, le volontariat, il a fait ce passage à l'acte finalement et il est revenu sur cette manque de volonté. Donc on voit que, aussi bien dans la stylistique, un certain nombre de thèmes, le Proust essayiste est peut-être déjà en germe, je dis peut-être, dans le Marcel Proust adolescent. Ses goûts vont évoluer, sa culture s'enrichir, sa pensée s'affirmer. Mais il me semble qu'il y a déjà, dans sa sensibilité, sa maturité intellectuelle, l'originalité de sa pensée, son sens des nuances, de la langue aussi, des éléments qui laissent présager des qualités exceptionnelles pour son âge et une ambition littéraire particulière. Évidemment, vous me direz, c'est facile pour nous qui regardons rétrospectivement. Mais Halévy le dit aussi, par exemple, dans le même passage, enfin juste avant, hein, et ses camarades le voient dès 15 ans et demi, 16 ans. Et Daniel Halévy écrit « Cet être fou a un grand talent ». Donc il y a vraiment la conscience de quelqu'un de particulier. Et il me semble que c'est ce qui m'a finalement intéressée. Est-ce qu'on peut dire pour autant que les questionnaires sont la jeunesse de l'essai? Je laisse mon point d'interrogation. Mais ce qui je trouve intéressant, c'est la question suivante. Est-ce qu'on peut déceler rétrospectivement, finalement, chez le jeune Marcel Proust, les germes de son œuvre future? Autrement dit, est-ce que Proust est déjà en Marcel? Et c'est ça qui est intéressant, évidemment, dans ces questionnaires. On n'oublie pas qu'il déborde, vous avez vu, il déborde matériellement, mais il déborde les genres. Et il va déborder le genre de l'essai, il déborde les questionnaires, le genre du questionnaire, si on peut dire, comme il va déborder l'essai, comme il va déborder le roman, le genre romanesque aussi. Et donc ça, là, il y a vraiment une continuité. Et je voudrais finir simplement sur la réponse qui clôt le premier questionnaire, donc rédigé par ce garçon qui n'a pas tout à fait 16 ans. Quelle devise prendriez-vous si vous deviez en avoir une? Amour et doute. Et il me semble que la réponse est là. Merci beaucoup pour cette analyse des questionnaires comme une sorte de prophétie, préfiguration, annonciation de Proust, comme vous dites. Dans l'analyse du livre que vous faites, il y a la dimension comparative qui vous permet d'étayer cette thèse d'une singularité des réponses
du jeune Marcel dans un exercice très convenu de ce questionnaire très balisé. Vous n'avez pas du tout cité, et ce qui m'a surpris là, l'une des réponses les plus frappantes de ce deuxième questionnaire, Your idea of misery, votre idée du malheur, être séparé de maman. Thème qui revient aussi dans le troisième questionnaire, maman et peut-être ma mère dans le troisième. Mais d'un adolescent de 16 ans, 17 ans, c'est devant ses camarades, c'est une drôle de réponse en même temps. Oui, c'est presque enfin, il y a presque quelque chose de provocateur ou d'extraordinairement naïf, c'est difficile à dire, mais surtout quand on lit les réponses des garçons, surtout, enfin, de ceux dont on peut penser qu'ils sont des garçons, puisqu'ils n'ont pas, les garçons n'ont pas signé en général. Et alors l'autre chose que vous n'avez pas évoquée, mais qui est intéressante dans votre livre, c'est l'identification de Robert Dreyfus. Oui. Puisque à la page d'après, qui suit le questionnaire de Proust, je crois, la page suivante, c'est Robert Dreyfus. Donc, ce qui est frappant aussi, c'est ses amis comme à Lévis, depuis la toute petite école, qui traversent la vie, puisque je citais Robert Dreyfus en 1907, à propos de Sainte-Beuve, ils sont toujours en train d'échanger et un peu dans le même rapport. Mais Robert Dreyfus, c'est intéressant parce qu'à la page suivante, lui aussi, il se singularise puisqu'il détourne toutes les questions. Oui, avec un mauvais esprit manifeste. Avec un mauvais esprit, mais c'est l'idée... Mais de l'esprit. Oui. Votre occupation favorite, l'occupation du tonquin. C'est ce qui donne bien le principe de sa manière de répondre. Toutes les réponses sont de cet ordre. Oui, aussi votre héroïne préférée, Nana, ce qui évidemment dans le petit cercle, vous voyez, à l'époque des jeunes filles, pouvait très provocateur. Très provocateur. Lui aussi devenant écrivain, journaliste, on pourrait dire qu'il y a une sorte de préfiguration d'une carrière de journaliste. Alors c'est intéressant ces questionnaires parce que c'est une sorte de, comment dire, j'avais parlé quand je faisais le cours sur le chiffonnier de l'album sentimental. Au début, l'album sentimental, ces albums que les dames possédaient à partir du XVIIIe siècle et dans lequel elles faisaient écrire une pensée aux gens qu'elles rencontraient. Il faut écrire une pensée et en général, cette pensée, c'était une citation. C'était un poème qu'on écrivait. Alors c'est intéressant parce que ces questionnaires qui sont en quelque sorte industrialisés, on est passé à l'âge déjà de masse, avec la presse, puisque c'est lié à la presse, au monde, le musée des familles, c'est la presse qui diffuse ces questionnaires. On est passé à l'âge des masses, mais la dernière question, elle porte toujours sur tout de même une citation. Quelle serait la devise, le motto que vous choisiriez? Donc on en revient à ce qui était en somme l'origine, laisser un poème, une citation. Mais c'est bien l'album sentimental du XVIIIe siècle à l'ère des masses que ces questionnaires où on ne donne plus la liberté des classes distinguées. Oui, je pense que l'aspect sentimental est conservé en même temps dans ces albums qui servaient une sorte de jeu galant. Vous voyez, les hommes et les femmes dans un salon
à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe, répondaient séparément. Donc, du coup, vos qualités préférées chez un homme, vos qualités préférées chez une femme, tout cela faisait une sorte... ça amusait beaucoup parce que ça permettait comment dire, d'assembler d'une certaine manière les couples. Oui, c'est une préparation au mariage. Voilà, c'était un côté un peu tourné-manège, vous voyez. Oui, non, c'est une préparation. Il y a un autre point, il y a une autre chose sur laquelle je voudrais vous interroger. C'est intéressant parce que dans cet album sentimental, dans cet album d'Antoinette Faure que vous analysez, donc on ne le connaissait pas bien avant, on ne le connaissait que la réponse de Proust. Oui. C'est intéressant, c'est de la confronter à l'ensemble. Vous dites, au dos de la couverture de l'album, Antoinette, donc la fille de Félix Faure, de 13 ans, a soigneusement calligraphié son nom, Antoinette Félix Faure, 1884, adresse à Paris et au Havre. Moi, ce qui me fascine, c'est qu'elle met déjà un trait d'union à Félix Faure. Elle a 13 ans, elle met déjà un trait d'union à Félix Faure. Or, il sera président de la République 15 ans après, ou 10 ans après. Mais il y a déjà cette idée, c'est Proust qui dit quelque part, le trait d'union, c'est la particule de la bourgeoisie. Oui. Et la particule de la bourgeoisie est déjà introduite alors que le père n'est encore que député du Havre. Oui, c'est fascinant. Et sous-secrétaire d'État. Enfin, oui, secrétaire d'État. Oui. Mais comment dire, la promotion sociale et la distinction, ce trait d'union de la distinction est déjà là. Parce que ensuite, sa sœur, Lucie Faure, pas la même Lucie Faure que l'autre, mais c'est Lucie Félix Faure qui, elle, sera écrivain. Hein, oui, membre du Fémina. Comment ? Membre du Fémina. Membre du Fémina, donc qui a une œuvre littéraire. Et donc qui est connue sous le nom de Lucie Félix Trait d'Union Faure, Trait d'Union Goyot, oui, puisqu'elle épousera Goyot. Mais le trait d'union est là, mais le fait que la petite fille de 13 ans mette déjà le trait d'union, ça me paraît elle a peut-être été dûment chapitrée sur cette question. Par son père. Par son père. Par sa mère, peut-être. Par sa mère. Sa mère, oui, peut-être. Oui, tout à fait. Oui. Peut-être que le trait d'union a été ajouté. Oui, peut-être que. Oui, parce qu'il y a chez les Faure, il y a peut-être que mon analyse est totalement. Vous voulez dire qu'elle a été ajoutée a posteriori? Non, je crois pas. Non. Ajoutée après la mort glorieuse de son père. Mais oui. C'est terrible parce que cet homme qui est tout de même très intéressant. Comment? Je dis cet homme dont finalement on a gardé que l'image de sa mort, alors que c'est un personnage intéressant, hein, Félix Faure. Ah, Félix Faure indépendamment de cette mort. Félix Faure est un personnage, oui, très impressionnant. Oui. Quand on lit les lettres de Félix Faure que vous citez, oui, on se dit quand même que le certificat d'études de la Troisième République, oui, c'était bien, oui, parce que c'était un homme qui n'avait sans doute que le certificat d'études. Oui, il a quitté l'école très jeune. Il a dû quitter l'école à 14 ans pour devenir apprenti et finir président de la République. Et les lettres que vous citez sont de belles lettres. Oui. Ce sont des lettres comme un agrégé n'écrirait plus aujourd'hui, quoi. Bon. mais pour donner une idée, mais c'est vrai que ces réponses de Proust, oui, vous avez retrouvé Meissonnier, donc quand il reproche à Ruskin sa prédilection pour Meissonnier, c'était celle de son enfance, de votre questionnaire, de celui-là. Oui. C'est intéressant parce qu'il y avait George Sand et Augustin Thierry qui seront l'objet d'une rédemption. Oui.
ils seront sauvés dans la recherche du temps perdu, mais Meissonier ne sera pas sauvé hein, dans ses préférences de l'âge de 16 ans. Oui, mais peut-être que Georges Sand et Augustin Thierry, justement, c'est parce qu'ils se rattachent à l'enfance qu'ils sont sauvés finalement dans la recherche. Oui, ils sont sauvés parce que l'image qui reste d'eux est une image entièrement positive. Oui. Mais on voit bien dans les morceaux choisis de l'époque, parce que j'ai comparé avec ce qu'on étudiait en classe, que Georges Sand est déjà très peu de temps après sa mort, elle l'est dans les morceaux choisis, dans les livres, mais uniquement pour les textes descriptifs. Pas n'importe quoi de Georges Sand. Non, pas n'importe quel texte de Georges Sand. La campagne. Voilà, oui. Les mêmes textes par lesquels, le même genre de textes par lesquels Proust entrera dans les livres d'école. Oui. Hein, puisque Proust entre dans les manuels scolaires sous l'occupation. Ah oui? Oui, c'est dans les manuels de Clairac, sous l'occupation. Mais c'est la campagne, hein, c'est Combray, c'est Françoise. C'est à ce moment-là c'est par ce biais-là que Proust peut entrer à l'école. Bon, écoutez, merci beaucoup pour cette intervention. Merci.